Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo, ça doit faire 2 mois et demi. Désolé, j'ai pas eu le temps, mais je tiens à vous dire que oui, je vois vos commentaires, j'y réponds tout le temps, enfin du mieux que je peux en tout cas. Et en tout cas, ça me fait très plaisir, donc merci. Et voilà, j'espère que ces prochaines semaines, je vais réussir à être plus actif et à vous poster plus de vidéos que ces derniers temps. Je vous promets rien. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui on est de retour et je vais essayer de rapidement monter cette vidéo pour vous la poster avec une enquête criminelle sur la mort de Christopher Green. Pourquoi j'ai choisi cette affaire? Tout simplement parce que je la trouve super intéressante à cause de deux choses. Premièrement, en fait on parle d'un adolescent tout à fait lambda, tout à fait normal comme moi et comme vous si vous êtes adolescent, et si vous l'êtes pas, comme quand vous étiez adolescent. C'est un mec qui avait pas de problème et en fait justement dans sa mort, il va avoir très peu d'indices, mais vraiment très peu pour résoudre cette affaire. C'est pour ça que cette affaire va durer assez longtemps. Et le deuxième point que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est qu'en fait, l'histoire va se passer dans la rue de là où il habitait. Et les suspects de cette affaire vont être ses voisins, c'est-à-dire 3-4 voisins dans la même rue qui vont avoir tous, en fait, une raison, un mobile pour la mort de Christopher Green. Et c'est là où cette histoire elle est super intéressante, c'est vraiment de se dire que dans toute cette rue-là, le chemin qu'il a fait, en fait, t'as un potentiel tueur dans chaque maison. Et là, tu te dis, waouh, c'est chaud. T'es pas dans petits écrans entre voisins, t'es entre meurtres entre voisins, quoi. Et là, c'est chaud quand même. Et bref, l'histoire, elle est super intéressante. Du coup, j'ai décidé de la faire. Et c'est bon, je vais arrêter de parler parce qu'on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. L'histoire se passe le 9 décembre 2002, au Michigan, là où habite Christopher Green avec sa sœur et ses parents, dans un quartier assez populaire. Et justement, ce jour-là, dans la matinée entre 10h30 et 11h, il décide d'aller chez son ami très proche, Teddy, que ses parents connaissent parce que Teddy vient souvent chez lui et lui part souvent chez lui. Et il décide de partir et sa mère, bien évidemment, ne s'inquiète pas, comme je vous le dis, parce que c'est son meilleur ami en gros. Et son père, lui, en fait, part au travail avec la voiture. Donc, Christopher va y aller en marchant. Et comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de voisins dans ce chemin. Et malheureusement pour lui, il va sortir de chez lui, mais il ne va jamais revenir chez lui. Et c'est aux alentours de 16h que la police va recevoir un coup de fil d'un homme, Ben, qui les appelle pour dire qu'il a retrouvé un corps gisant près de la rue. La police arrive sur les lieux et découvre le corps de Christopher Green, mort, roué de couteaux au visage, avec plein de coups. Et on voit même que sur les mains, il y a beaucoup de blessures, ce qui montre qu'en fait, il s'est débattu. Et surtout, ce qui montre que c'est pas un accident, que c'est bien un meurtre, que c'est bien un assassinat qu'on a en face de nos yeux. Enfin, qu'ils ont en face de leurs yeux, pardon. Et du coup, la police, voilà, dès le début, ils comprennent que en fait c'est pas un accident. Et c'est chaud quand même parce que du coup c'est une petite ville que beaucoup de gens se connaissent. Et d'ailleurs justement, ça va aller très vite. Voilà, dès le début les gens vont parler, il va y avoir beaucoup de rumeurs, les infos vont vite tourner. Tout le monde va savoir très rapidement que Christopher Green est mort sur le lieu du crime. Ils vont découvrir 2 couvre-chefs, une casquette et des lunettes. Des lunettes qui vont être à 6 mètres environ du corps. Ce qui montre qu'en fait la bagarre a commencé à un endroit et elle s'est poursuivie pendant un moment pour qu'ils finissent morts 6 mètres plus tard, parce que les lunettes, bien évidemment, et les couvre-têtes et la casquette appartiennent à Christopher Green. Donc en fait, l'attaque, elle a commencé au milieu de la route et elle a terminé côté ouest de la route. Et en fait, ça va être à l'intersection de 2 rues, la 12e et la 60e. Et la 60e, c'est justement la rue dans laquelle il habite. Ils vont également retrouver des traces de pas parce que du coup, c'est en décembre et il neige au Michigan. Donc en fait, ils vont voir des traces de pas qui n'appartiennent pas à Christopher Green. Et ils vont aussi remarquer des traces qui montrent que le corps, en fait, il a roulé un peu. Et du coup, en fait, les empreintes de pied, la police va les suivre. Mais malheureusement, les chasses de neige qui sont passées après le meurtre, en fait, vont écraser les traces de pas. Et en fait, les traces de pas vont s'arrêter net à un moment. Et la police ne va pas avoir plus d'informations sur ces traces de pas. La police va commencer à fouiller autour de ces traces de pas et vont découvrir la lame d'un couteau. Vraiment juste la lame et pas le bout qui tient, rempli de sang. Et ils vont directement mettre ça dans les preuves et ils vont lancer une analyse dessus.
Sur la scène de crime, les policiers vont remarquer deux hommes qui les regardent au bout de la rue et qui n'arrêtent pas de regarder cette scène de crime. Deux hommes du coup qui paraissent louches. La police décide alors directement de les prendre et de les interroger. C'est alors qu'ils vont découvrir qu'en fait ces deux hommes sont les deux hommes qui ont découvert le corps de Christopher. On va avoir nos deux premiers protagonistes de cette histoire, Ben et Dirk. Ben et Dirk déclarent qu'ils étaient partis dans un magasin de pièces détachées d'automobiles. Ils donnent la ville et le magasin et qu'ils sont revenus. Et lorsqu'ils sont revenus, en fait ils ont découvert ce corps. Bien évidemment, ils habitent à côté. Ce sont un des voisins de Christopher. Et lorsqu'en fait Ben découvre le corps, il court rapidement chez lui où il y a sa petite amie, il la réveille, lui dit qu'il a découvert un corps à côté de chez eux, au bout de la rue. Et en fait, il veut appeler la police, donc en fait, ils n'ont pas de téléphone chez eux, donc il va partir chez le voisin, Ray, et il va toquer à la porte. Ray va sortir, il va prendre son téléphone, il va appeler la police, et Ben va donc déclarer à la police qu'il a découvert un corps. La police va directement examiner les chaussures qu'ils ont sur eux pour les comparer aux traces de chaussures qu'ils ont découvertes à côté de la scène de crime et qui appartiennent au tueur, à la personne qui a tabassé à mort Christopher Green. Mais malheureusement, les empreintes de leurs chaussures ne correspondent pas aux empreintes retrouvées sur la scène de crime. La police va quand même interroger Brandy, la petite amie de Ben, pour lui parler et pour lui demander, parce que quand même, elle était dans sa maison et la scène de crime et la mort c'est quand même passé près de chez eux. Elle aurait pu entendre quelque chose, elle aurait pu voir quelque chose, ou elle aurait pu elle-même être dans le coup. Donc ils vont l'interroger. Elle va affirmer avoir passé la journée à dormir et elle s'est réveillée lorsque Ben est rentré chez eux. Mais lorsqu'en fait la police l'interroge, ils vont remarquer une paire de chaussures, une paire de baskets avec des taches de sang. La police va lui demander ce que c'est et elle va leur répondre que c'est une tache de peinture et qu'en fait elle est en train de repeindre une pièce de chez eux. Elle va leur montrer la pièce et la peinture. Et effectivement, il y a bien une peinture. Mais la police dit qu'en fait, la couleur rouge, c'est vraiment une couleur rouge de sang. Et en fait, qu'ils avaient le doute. Donc en fait, ils vont récupérer ces chaussures pour les emmener analyser et voir s'il n'y a pas des traces de sang dans la chaussure. Parce que ça peut paraître comme une réponse toute faite. Et est-ce que c'est pas une tactique pour camoufler le sang sur les chaussures? Ou alors est-ce que c'est vraiment une faute de goût d'avoir choisi cette couleur rouge sang comme peinture pour repeindre une pièce? Ils vont alors leur demander de ne pas quitter la ville et la police va repartir parce qu'ils n'ont rien de concret contre eux et ils vont aller chez le voisin Ray pour lui demander parce qu'il était quand même à côté du corps et surtout Ben affirme avoir toqué chez Ben et avoir appelé de chez Ray, et avoir appelé de chez Ray. Mais malheureusement, Ray ne va pas répondre aux policiers ce soir-là. Le lendemain, la police va interroger Teddy, l'ami chez qui Christopher devait partir. Lors de l'interrogatoire, la police comprend très rapidement que Teddy n'est au courant de rien et il a l'air assez bouleversé par cette histoire. Et en fait, on voit que Teddy n'était pas chez lui ce jour-là, il n'était même pas dans la même ville à ce moment-là et que ça peut pas être lui et qu'en fait, Christopher n'est jamais parti chez lui. Les policiers vont interroger la famille de Christopher. Ils vont apprendre l'existence de Christy. Christy qui est une amie de Christopher, mais qui a été aussi sa petite amie. Christopher était assez amoureux d'elle, mais elle avait décidé de rompre. Et justement, en interrogeant sa famille, on apprend aussi l'existence de son père à Christy. Et que Christy est assez pas maltraitée physiquement, mais qu'en fait son père, il est pas d'une très bonne compagnie pour elle. Ni violence, ni abus sexuels, je vous rassure. Enfin, pas de ce qu'on dit en tout cas, qui faisait peur, qui pouvait être pas violent mais très dur et qu'il avait interdit en fait Christy de sortir avec Christopher. Déjà en fait il voulait pas que Christy sorte avec quelqu'un. Christy et Christopher, il était vraiment contre. Et c'est même une des raisons pour lesquelles ils ne sont plus sortis ensemble. Pour ces raisons-là, Christopher n'aimait vraiment pas le père de Christy. Même la police affirme que Randy, le père de Christy, est assez bizarre comme homme. Donc lui aussi va commencer à devenir un potentiel suspect. Parce que oui, ils habitent aussi dans la même rue que Christopher Green. Mais la police n'a pas vraiment de preuves contre quelqu'un précisément. Et ils vont commencer à vérifier les alibis, notamment celui de Ben, qui avait dit qu'il était dans un magasin de pièces détachées de voitures. Et en fait, lorsqu'ils vont vérifier l'alibi, ils vont découvrir qu'en fait, non, le magasin ne se souvient pas de l'avoir vu ce jour-là. Ils vont décider de repartir interroger à nouveau Ben. Sauf que quand ils partent chez lui, Ben et Brandy, sa femme, ne sont plus là. Son frère qui est là est très choqué qu'il ait menti à la police.
La police va notamment apprendre, en parlant avec son frère, que Brandy a menti sur son identité, son nom de famille, et lorsqu'ils vont apprendre son vrai nom de famille, ils vont découvrir qu'elle a plusieurs mandats sur son dos. Des mandats pour possession de méthamphétamine, de drogue. Ben et Brandy commencent à devenir également des nouveaux suspects. Pour rappel, ils habitent aussi dans la même rue. C'est encore un des voisins de Christopher Green. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment cette histoire elle est dingue par rapport à ça. Mais malheureusement, ils n'ont aucune trace de leur localisation. La police qui veut interroger Christy va chez elle et découvre son père, Randy. Mais malheureusement, Christy n'est pas là. Il décide quand même d'interroger son père, Randy, et il va leur avouer qu'il était contre la relation de Christy et de Christopher et qu'à plusieurs reprises, il avait vu Christopher avoir des gestes un peu, pas osés, mais des gestes qu'il ne voulait pas qu'il ait avec sa fille et il s'était énervé à plusieurs reprises contre Christopher. Mais il nie bien évidemment avoir un rapport avec la mort de Christopher. Mais il affirme et confirme qu'il était contre la relation de Christy et Christopher. La police va vérifier les semelles de ses chaussures et ne va trouver aucune correspondance avec les semelles retrouvées sur la scène de crime. Christy arrive chez elle et la police décide de l'interroger. Christy nie une implication quelconque avec la mort de Christopher et explique que la dernière fois qu'ils se sont vus, ils étaient en train de se balader et qu'ils se disputaient. Justement parce qu'en fait Christopher avait balancer une histoire ou quelque chose qu'elle lui avait dit et qu'il ne devait pas raconter aux autres. Du coup, il s'était un peu embrouillé et qu'il y avait à côté d'eux Ray, un ami, et que Ray en fait avait pris la défense de Christy tellement que Christopher était rentré chez lui après et les avait laissés. Et là en fait, la police, le nom de Ray leur dit quelque chose. Et à vous aussi sûrement, parce que le Ray dont parle Christy est le Ray chez qui Ben a toqué pour appeler la police pour dire qu'il avait retrouvé le corps d'un homme à côté de la route. Vous avez compris, Ray c'est aussi un voisin et c'est le voisin de Ben et c'est aussi le voisin d'un des voisins de Christopher. La police va un peu enquêter sur Ray et va découvrir qu'il a lui aussi des mandats sur son dos, des mandats de dégradation de biens publics et comprend mieux peut-être pourquoi il n'a pas répondu à la police lorsqu'ils sont venus toquer chez lui, si bien sûr il n'était pas là. C'est peut-être pour pas se faire arrêter par rapport au mandat qu'il avait déjà sur lui sous son nom, comme Ben et Brandy. Mais le lendemain, la police le perçoit dans les rues de leur ville et décide de l'arrêter pour l'interroger. Ray va alors affirmer qu'il était chez lui en train de cuisiner tout calmement, qu'il n'avait rien entendu jusqu'à ce que Ben en fait vienne toquer chez lui pour appeler la police. La police va donc lui demander, pareil que les autres, ses chaussures pour prendre les empreintes et les comparer à celles sur la scène de crime. Ray va passer sa seule paire de chaussures et la semelle de ses chaussures ne correspond pas à celle retrouvée sur la scène de crime. Là, on se retrouve en plein milieu de l'histoire avec ses voisins, que ce soit Randy avec sa fille Christy, ou l'autre maison avec Ben, Brandy, ou alors la maison avec Ray. Ces voisins qui n'habitent pas très loin l'un de l'autre, qui sont ces potentiels suspects, ces potentiels meurtriers de Christopher Green. Et en fait, chacun de ses voisins peut être le meurtrier de Christopher Green. Et le problème, c'est que la police, en fait, elle n'a pas de vraies preuves, elle a rien. Et c'est ça qui pose problème dans cette affaire, c'est qu'en fait, la police n'a pas de preuves, n'a pas de vrais suspects. Et l'enquête, en fait, elle va patauger pendant plusieurs années. La famille de Christopher Green va même perdre espoir pendant longtemps quant à la résolution de cette enquête. Quelques temps plus tard, la police va remettre la main sur Brandy et Ben, qui vont en fait se faire arrêter et à cause de leur mandat, en fait, ils vont être facilement retraçables. Et la police, dès qu'elle est au courant qu'ils sont arrêtés, ils vont les interroger concernant cette affaire. Et ils vont bien évidemment dire qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire et que s'ils sont échappés, c'est à cause des mandats qu'ils ont sur leur nom et qu'en fait, ils voulaient pas se faire arrêter et retourner en prison à cause des mandats contre possession d'amphétamine, comme je vous l'ai dit. Ce qui est assez logique quand même. Et l'analyse des chaussures de Brandy sortent. Et effectivement, c'était bien de la peinture sur ses chaussures et il n'y a aucune trace de sang. Donc en fait, ces deux suspects commencent à devenir de moins en moins des vrais suspects et des suspects plausibles. Quant à l'alibi de Ben, les policiers qui vont rechercher son alibi, qui vont vraiment fouiller pour voir si son alibi est vrai ou faux, en fait, ils vont remarquer qu'il a donné le mauvais nom du magasin dans lequel il est parti et que le magasin dans lequel il est vraiment parti, oui, effectivement, il était bien là-bas. Donc en fait, Ben a bel et bien un alibi. La police se retrouve encore dans le même endroit avec des potentiels suspects, mais aucune preuve et aucun vrai suspect. Ils vont même vérifier l'emploi du temps de Christy pour voir si c'est pas elle.
Et bien évidemment, Christy était à l'école, elle n'était pas absente, donc ça ne peut pas être elle. Et il reste en fait ces deux potentiels suspects qui sont Randy, le père de Christy, et Ray, l'ami de Christy. Faut savoir également que Ray était décrit comme un peu comme Hulk, parce qu'en fait parfois il pouvait s'énerver d'un coup et être violent, et il était quand même assez musclé, assez imposant, contrairement à Christopher Green par exemple, qui lui est tout maigre, tout fin. Mais là encore, la police ne peut pas s'aider de ça pour incriminer quelqu'un ou pour suspecter quelqu'un. Parce qu'en fait, ces oui-dire ou ces paroles que les gens ont sur des personnes ne sont pas des faits et des preuves qu'on peut emmener devant le tribunal pour incriminer une personne. Voilà. C'est comme ça que les années vont passer et l'enquête ne va pas évoluer. Pour rappel, il est mort le 9 décembre 2002. Et l'affaire, comme elle n'avance pas, elle devient de moins en moins une priorité pour les policiers. Et c'est en 2010 qu'il va y avoir une réelle évolution dans l'affaire grâce à l'agent Kevin Coughlin qui va être nommé agent dans ce comté, qui était un homme qui habitait à l'extérieur de la ville, mais qui vient de la même région. Donc en fait, les gens ont confiance en lui et les gens le connaissent un minimum, ce qui va en fait aider aussi son avancement dans l'enquête. Sa première mission, il va se la donner à lui-même, c'est de résoudre cette affaire. On est quand même 8 ans plus tard. C'est quand même dingue et c'est quand même très bien qu'il ait décidé en fait de donner vraiment une fin à cette histoire. Et pour donner cette fin à cette histoire, il va décider de se focaliser sur les deux vrais suspects, les deux seuls suspects qui restent, c'est-à-dire Randy, comme je vous l'ai dit, et Ray. Randy qui aurait comme mobile la relation qu'entretenaient Christy et Christopher. Par exemple, voilà, qu'ils apprennent qu'ils ont couché ensemble, ça aurait pu l'énerver au point de tuer Christopher. Quant à Ray, son mobile serait qu'en fait il était amoureux de Christy et qu'il a tué Christopher pour pas avoir de concurrence ou parce que Christopher le dérangeait, l'avait énervé. La police va donc décider de réinterroger des années plus tard Randy, qui est plutôt fermé cette fois-ci, qui répond pas trop aux questions et qui a l'air vraiment très suspect. La police va dire que directement, lorsqu'il est demandé ses interrogatoires, à ce moment-là, en 2010, qu'il avait vraiment comportement de suspect, qu'il ne répondait pas aux questions et que dans ses interrogatoires, il y avait plus de questions que de réponses. Mais comme je vous l'ai dit, rien ne le relie à la scène de crime. Mais en fait, rien ne relie quelqu'un à cette scène de crime. Pourquoi? Parce que le seul indice qu'on a, c'est les traces de pas, les traces de chaussures sur la scène de crime, parce qu'il n'y avait aucune trace ADN sur la scène de crime, il n'y avait rien du tout. C'est pour ça que l'agent va décider de relire tout le dossier, et les dossiers d'enquête criminelle sont quand même assez longs, parce que du coup, tu as tous les interrogatoires, tu as toutes les enquêtes, tu as tout, vraiment tout retranscrit. Et là, il va décider de relire pour voir s'ils ne sont pas passés à côté d'un petit détail concernant ces chaussures. Et bingo! Parce que c'est à ce moment-là qu'il va remarquer qu'ils sont vraiment passés à côté de ce petit détail par rapport à une paire de chaussures d'un des deux suspects. Mais ce détail ne vient pas de Randy, il vient de Ray. Grâce à un petit détail sur son histoire, on sait que sa sœur lui avait offert une nouvelle paire de chaussures, toute neuve, qu'il portait ce jour-là et qu'il a perdu bizarrement ce jour-là aussi. Et lorsque la police en fait va l'interroger plus tard après le meurtre, et il va leur dire qu'il a que cette paire de chaussures, parce que oui, il a que cette paire de chaussures, parce que soi-disant, l'autre, il les a perdues. Celles que sa sœur lui a achetées. Bizarrement. Bizarre quand même. Mais heureusement, à l'époque, les policiers avaient fait un moulage des traces de semelles sur la scène de crime. Et ils vont les comparer aux semelles de la paire de baskets que sa sœur lui avait achetées. Et bingo, elles correspondent. Et là, la police, elle se dit, c'est bon, on a notre tueur. Malheureusement, ils n'ont pas 40 000 indices, mais ils vont quand même décider de l'interroger. Et heureusement pour eux, Ray a été arrêté pour vol. Donc en fait, ils vont aller l'interroger en prison. Mais Ray ne va pas répondre à leurs questions et décide de pas répondre et voilà. Donc en fait, la police ne va pas trop avancer et se demande est-ce que c'est suffisant comme indice pour incriminer Ray. Parce que en soi, à part ces traces de chaussures, la police n'a vraiment rien contre Ray. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont recevoir un appel téléphonique qui vient du demi-frère de Ray, qui lui aussi a des ennuis à ce moment-là, qui propose aux policiers de plaider contre Ray parce qu'en fait, il sait que c'est lui qui a tué Christopher. La police lui propose alors en fait de porter un micro et de lui parler pour qu'il confirme que c'est bien lui qui a tué Christopher. Son demi-frère va accepter. Ray qui sort de prison va donc rejoindre son demi-frère et vont parler
parler pendant des heures et à un moment, son demi-frère va réussir à parler de Christopher Green et avoir des aveux de Ray. Il va notamment lui demander qu'est-ce que Christopher lui disait quand il le frappait. Et Ray va lui dire, il me disait ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas, ne me tue pas. Bref, il va avoir des aveux au micro et la police va réussir à avoir les aveux qu'ils attendaient depuis si longtemps. Et lors du procès, on va raconter ce scénario de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Teddy est sorti de chez lui pour aller chez son meilleur ami Teddy. Et lorsqu'il passe en fait devant ces maisons, devant ces possibles suspects, ces possibles meurtriers, et lorsque Christopher va aller chez Teddy, il va voir qu'il n'est pas chez lui, il va retourner chez lui pour repasser en marchant bien évidemment devant toutes ces maisons. Et lorsque Ray va voir Christopher, il va décider de lui donner une correction, de le tuer. Il va prendre son couteau et il va aller le frapper. Le frapper jusqu'à le tuer et rentrer chez lui. Il va décider de brûler tous ses vêtements qu'il portait à ce moment-là parce qu'ils étaient tous remplis de sang au fond de chez lui. Plus tard dans la soirée, il va décider de partir chez sa sœur. Là où en fait il va leur dire qu'il a perdu les chaussures que sa sœur lui avait achetées, ces nouvelles chaussures, parce que bien évidemment il les a tuées avec et c'était rempli de sang donc il les a brûlées. Et ce soir-là même, il va tout raconter à son demi-frère. Tout ça bien évidemment parce qu'il est amoureux de Christy et qu'il supportait sûrement pas que Christopher et Christy étaient quand même assez proches, que c'était son ex et que en gros il a fait ça pour plaire à Christy. Et on se dit c'est dingue les gens comme ça qui tue une personne pour l'amour qu'il porte à une autre personne, genre. Pourquoi? C'est pas en tuant quelqu'un que l'autre personne va t'aimer, genre vraiment loin de là. Tout ça pour dire que ouais, cette histoire elle est dingue. C'est comme ça que ça se termine, bien évidemment. Il est inculpé, il est incriminé, il est en prison aujourd'hui, Ray. Et ce qui est marrant quand même, c'est qu'il clame son innocence. Malgré les micros où il avoue, malgré toutes les preuves qu'il y a contre lui. Bon, je dis toutes les preuves, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez compris. L'histoire, elle est dingue, je trouve, parce que tu dis, tu vas chez ton ami, une route que tu prends souvent, il n'y a pas beaucoup de monde, ouais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y habitent, mais c'est des voisins que tu connais, que tu côtoies, que tu rencontres tous les jours. Et cette même personne va te tuer. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Heureusement pour sa famille, ils ont quand même réussi à trouver le meurtrier de Christopher Green. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à très bientôt, je l'espère, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!